Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans ce 10e épisode du Bistrot d'Allez-le-Losc, saison 3. Le Bistrot d'Allez-le-Losc, l'émission réalisée par les supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, une production Les Docs du Net que vous pouvez retrouver chaque mardi en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez-le-Losc et en replay dès le mercredi matin sur notre chaîne YouTube. Au sommaire, cette semaine, nous reviendrons donc sur l'actualité du LOSC. Première partie, Strasbourg, le LOSC fort contre les Racing. Et en deuxième partie, nous évoquerons le prochain match du LOSC, Monaco, Lille appelé à régner. Pour aborder cette actualité de notre club favori, nous avons ce soir, pour l'instant, 3 piliers de bistrot présents. On en attend un quatrième qui est sur la route, mais il ne dépasse pas les limites de vitesse. Donc vous aurez la surprise de le voir arriver en cours d'émission. Donc tout d'abord, Christophe. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Très bien, très bien. Qu'à contact, mais ça va aller. Hein. Je suis Alors, loin. ça ne t'empêche pas de voir les matchs du LOSC, au moins à la télévision. Je suis loin, je suis loin. Et bonsoir à toutes et tous. Deuxième pilier présent ce soir. Donc, nous avons Georges, notre supporter de la région de Dunkerque. Bonsoir, Georges. Bonsoir à toutes et tous. Et nous avons en troisième pilier, pour l'instant, Julien des Tocs de Paris. Bonsoir, Julien, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et tous. Ça va très bien, je suis content de vous retrouver. J'ai pas pu être beaucoup là cette saison, mais là, je suis content d'être là. Et nous allons donc commencer à évoquer cette actualité. Bien évidemment, vous le savez, vous pouvez nous suivre en direct donc sur la page du Bistrot d'Allez-le-Losc. Vous pouvez surtout réagir en direct. Et nous reprendrons les principales interventions donc dans le fil de la conversation pour pimenter celle-ci. Soyez attentifs, c'est le retour du jeu du Bistrot d'Allez-le-Losc ce soir. Nous avons 2 places à vous faire gagner. Quand je dis 2 places, ce n'est pas 2 fois 1, c'est 2. Vous pourrez aller voir le match de Monaco avec votre copain, votre copine, je ne sais pas, vous irez qui vous voudrez, mais vous pouvez gagner ces 2 places tout à l'heure dans le cours de l'émission. Pour ça, vous connaissez la règle, il suffit de répondre à une question. Généralement, elle est simple, même si cette fois, il faudra peut-être un peu chercher. Et le premier qui répond sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allez-le-Losc, il remporte les 2 places. Donc, soyez attentifs, dans quelques minutes, on démarrera ce petit jeu du Bistrot d'Allez-le-Losc. Alors, je vous propose de commencer par la première partie, donc Strasbourg, le LOSC fort contre les Racing. On a souvent dit depuis le début de saison fort contre les faibles, faible contre les forts, et en fait depuis 2 matchs, on s'aperçoit qu'on est surtout fort contre les Racing après cette éclatante victoire dans le derby, j'ai sorti la belle écharpe, et cette victoire à Strasbourg où il n'est jamais facile de gagner, même si les derniers résultats sont plutôt positifs pour le LOSC. Alors, comment avez-vous vécu ce match de Strasbourg? Qui veut commencer? On va commencer par Georges. Georges, est-ce que tu veux commencer ton analyse globale sur ce match? Voilà. D'abord, dire que Dieu, c'est dur de rester humble quand on trouve un bon pronostic et ce, malgré les sarcasmes d'un absent de ce soir que je ne chargerai donc pas trop. Mais Christophe, coucou, 3-0, donc ce sera une bière pour moi. Donc voilà, comme je l'avais senti, une victoire. Alors, plus compliquée quand même qu'elle n'est pas assez parce qu'on a une première mi-temps relativement indigente et ennuyeuse, n'empêche qu'il y a eu la maîtrise de bout en bout, et ça, c'est un peu le fait nouveau depuis qu'on affronte les Racing, surtout, c'est qu'on est peut-être un petit peu moins flamboyant, mais surtout on est beaucoup plus solide. Et ça, c'est un facteur que je trouve extrêmement rassurant. Finalement, dans la continuité, je trouve que ce match de Strasbourg a un peu conforté à ce niveau-là
tout ce qu'on avait vu contre Lens sur l'aspect justement équipe beaucoup plus costaud. Il y a une vraie assise qui est en train de se bâtir derrière. Et ça, je trouve ça extrêmement rassurant, surtout qu'au vu de la deuxième mi-temps, le jeu est quand même revenu. Je vais vous donner les stats. Monsieur Big Data n'est pas encore là. On a 12 tirs pour Strasbourg, 10 pour Lille. Ce qui est intéressant, il y a un tir cadré pour Strasbourg, ça fait 8% des tirs qui ont été cadrés, alors qu'on est à 7 tirs cadrés, ça fait 70% des tirs lillois ont été cadrés. 42% de possession à Strasbourg, 58 à Lille. 416 passes pour Strasbourg, 582 pour Lille. 12 fautes contre 17, 3 cartons jaunes à 1 hors-jeu pour 3 hors-jeu pour Lille et 3 corners à 0 pour Strasbourg. Donc des stats plutôt équilibrées et qui ne reflètent pas du tout l'écart qu'on voit au classement. Christophe, je vais te passer la parole. Avec une petite transition, on a finalement été... on a une équipe qui est de plus en plus équilibrée défensivement, qui sort de 2 victoires, donc avec 2 clean sheets contre les Racing. Est-ce que le principal problème du LOSC cette semaine, c'est qu'on n'affronte pas le Racing Club de Monaco? Si, en effet. Après, je pense qu'il y a un Racing à Monaco, un truc de voile ou je sais pas quoi, donc il y a moyen de les jouer, quoi. Non, mais non, c'est le match costaud, comme disait Georges, je suis d'accord. C'est vrai que moi, ça m'intéresse et je pense qu'il y a des gens que ça fait chier quand on joue comme ça. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup entendre du costaud parce que c'est un peu l'ADN du club. On est une équipe qui a souvent joué comme ça et qui aime bien assurer ses matchs. Alors, en début de match, c'est vrai que sur la première mi-temps au global, on n'a pas eu trop d'idées. Ça, c'était plus embêtant, mais on voit que en laissant dérouler le match et les mecs commencent à se crever en face, on commence à avoir des idées. Et puis là, on pourra parler des remplaçants par la suite qui ont été quand même un apport énorme dans ce match. Donc, franchement, au niveau groupe, c'était quand même super bien à voir parce que ça monte, et puis ça monte doucement et on voit qu'il y a de la confiance qui vient. Et je dirais aussi, il y a la confiance derrière parce qu'on a un gardien qui sait jouer au pied, qui panique pas, qui perd quasiment pas de ballon. Ça fait quand même un gros plus aussi par rapport au jeu. Et je trouve que dans l'ensemble, ça fait une sérénité dans cette équipe qui se dégage. Alors sur 2 matchs, ça ne veut rien dire. Il va falloir faire ça pendant 7-8 matchs pour pouvoir dire qu'on est serein. Mais c'est agréable à constater. Alors, avant de passer la parole à Julien, on va saluer Baptiste, qui a mis du temps à nous rejoindre. Il faut dire que depuis qu'il passe dans l'émission Cup Nord, la sortie de l'entraînement, il doit signer quelques autographes, je suppose. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Ouais, je vais signer quelques autographes et voilà, c'est tout. Alors, Julien, comment tu as vécu ce match? Est-ce que Lille n'a pas eu finalement le mérite de tomber sur un Strasbourg relativement faible? Dans les commentaires, il y a Gérard, que tu connais bien, Je ne connais pas cette personne. qui nous dit, un supporter qui était sur place, lui disait qu'il y avait peu de motivation des joueurs strasbourgeois et que ça sentait un Strasbourg qui se dirige tout droit vers la Ligue 2. Est-ce que c'était Lille qui était fort ou c'était Strasbourg qui était faible? Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça parce que pour le coup, quand tu as un peu écouté l'avant-match sur Prime Video, tu vois une équipe qui n'est pas démobilisée, tu vois une équipe qui n'a pas lâché Julien Stéphan. Donc, je suis un peu surpris de ce qui a été dit. Je pense qu'ils ont du mal à se retrouver, je pense qu'ils manquent de réussite et je pense surtout qu'il y a énormément de blessures à Strasbourg. Mais je n'ai pas forcément vu un groupe qui lâchait son coach et qui vivait particulièrement mal. Alors peut-être qu'ils vivent un peu trop bien, peut-être que le côté familial de Strasbourg fait que parfois il faudrait que les gars soient un peu plus secoués, mais je ne suis pas forcément sûr de cette analyse. Ce que je constate, c'est que j'ai été beaucoup plus happé par le téléviseur que d'habitude, là où facilement je suis beaucoup sur mon téléphone pour commenter avec vous, etc. Et certainement pour ce qu'indiquait Christophe, c'est-à-dire cette meilleure assise défensive, moi franchement ça me fait plaisir, quoi. Je préfère ce football-là que le football virevoltant. C'est pas un truc qui me fait rêver, surtout quand il n'y a pas 5 buts. Moi, je veux bien le foot virevoltant si on en met 5, mais c'est pas ce qui s'est passé forcément en début de saison, même si la victoire contre Auxerre pouvait être trompeuse.
Mais j'ai vraiment aimé ce match et j'ai aimé cette grosse solidité défensive. On pourrait dire que maintenant on est bon de la pointe au Racing. Et je retiens aussi que on n'a pas vu un demi-sel, on a plutôt vu la fleur de sel ce week-end. Voilà. Donc j'avais 2 calembours dans les poches, j'ai plus rien, je suis à sec. Mais je pense que noter aussi la très très grande performance de Sels ce week-end, c'est important. Parce que s'il y a 5-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Et pour le coup, j'en ai parlé avec des supporters d'autres équipes qui ont regardé le match et qui m'ont dit exactement la même chose. Donc, c'est pas manquer d'objectivité en disant ça que de dire que Sels a sorti un très, très gros match. Peut-être aussi beau que celui de Paul Lopez, hein, pour ceux qui ont vu le Classico dimanche soir, qui sort un match exceptionnel. Bah pour moi, Sels, il sort un match de ce niveau-là contre nous. Donc évidemment, quand tu as des gardiens qui sont tellement forts dans un match, c'est des matchs qui sont difficiles et il nous l'a rendu assez difficile en première mi-temps. Et puis après, on a déroulé parce que quand tu es aussi fort derrière, bah ça engendre de la confiance et moi, je vois une équipe qui est en confiance. Donc là, j'ai bon espoir qu'on soit sur une série. J'ai bon espoir que la victoire contre Lens ait été un déclic, d'autant que ce fameux vice dont parle tout le temps Georges, là, j'ai l'impression de plus le voir. Je vois plus de coups d'épaule, je vois plus de chevilles, tu vois, sur lesquelles on marche un peu, et ce côté un peu vicieux qui fait aussi le sel du football, je l'ai vu, je le vois depuis Lens, et c'est vraiment ce qui manquait. On avait des garçons un peu trop gentils en début de saison. Donc là, si on peut être un peu plus dirty et si on peut gagner plus les matchs avec plus d'assises, ça me va très bien. Et quand on fera les tops et les flops, vous ne serez pas surpris quand je mettrai beaucoup de défenseurs, parce que c'est vraiment ce renouveau de la défense, je pense, qui est à souligner depuis 2 matchs. En tout cas, si je peux résumer ton propos, heureusement pour Strasbourg que c'est une équipe qui ne manque pas de sel. Voilà. Et en aparté, je voulais relancer un petit peu ce que disait Julien, voilà, c'est qu'en gros, bah, oui, le nombre de buts qu'on n'encaisse plus est inversement proportionnel au nombre de cartons jaunes qu'on prend. Et c'est ça, moi, qui me questionnait notamment contre Marseille, quand on n'a pas répondu aux provoques. Et juste aussi, Strasbourg n'a sûrement pas lâché Stéphane, parce que je signale qu'ils sortent quand même d'une victoire très prometteuse la journée d'avant à l'extérieur. Je crois que c'était à Angers, où ils avaient été particulièrement entreprenants, quoi. Alors, Baptiste, je te vois beaucoup bouger. Je ne sais pas si tu es disponible, si tu veux nous faire part de ton sentiment sur ce match. Je suis là, je suis en train de récupérer un défenseur central ou pas, en cas d'absence de José Fonte. Pour le match de Strasbourg, de toute façon, je vais rejoindre entre guillemets tout ce que mes coéquipiers disent, et surtout Julien. Très, très, très grand match de Matsels. Sans lui, je pense qu'honnêtement, on gagne 4, 5, voire même 6-0, mais c'est incroyable. Le fait qu'il y ait autant de gardiens qui fassent des gros matchs contre nous. Alors après, c'est des bons gardiens, hein, mais le nombre de gardiens, juste des Mandanda, juste le gardien de Brest avec Atem Ben Arfa l'année dernière, enfin, il y a vraiment des super bons gardiens qui, à chaque fois, sont bons contre nous. Et ça commence à m'énerver un petit peu. Après, l'avantage, c'est que on a été très bons et on a surtout concrétisé nos actions. C'est ce qui manquait il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on disait qu'il manquait de la concrétisation dans nos actions. On a réussi à concrétiser cette semaine. Et il manquait vraiment une défense solide. Alors, même si c'est à Strasbourg, qu'ils n'ont pas vraiment mis beaucoup d'actions, on a quand même trouvé une défense solide. Donc, c'est vraiment très, très, très encourageant pour le match à venir, notamment face à Monaco, qui va être un très gros match parce qu'ils ont vachement faim. Alors, il y a beaucoup de commentaires déjà sur les réseaux sociaux. On a Anthony qui nous dit belle victoire du LOSC à Strasbourg. Maintenant, place à Monaco. Anthony qui est aussi de Dunkerque d'ailleurs, hein, vous pourrez aller venir voir les matchs Pierre Moreau ensemble, Georges. On a Fabien qui nous dit que le LOSC a bien géré son match face à un Strasbourg faible, mais qui devait faire un résultat. On n'a pas tremblé. Et puis Fabien qui conclut en disant Baptiste me donne le tournis à bouger comme ça. Donc on en prend note. Fais attention à toi, Baptiste. Alors, je vous propose de faire un deuxième tour de table sur ce match avec le traditionnel, les tops et les flops. À savoir, donc, vous faites parvenir vos tops et vos flops côté lillois. Et si un joueur de Strasbourg mérite, selon vous, d'être mis en avant ou en arrière, je vous prie de profiter de cette occasion pour le souligner. Qui veut commencer ?
Baptiste, tu enchaînes? Ou je ne sais pas où tu as besoin de Yes. temps, peut-être? Non, non, je suis toujours là. Je vais arriver, je suis en voiture. Bon, je vais T'as le tenter- permis? Mais non, donne pas le permis à des gens si jeunes, c'est une connerie, ça. Il est coupé du coup. Mais écoute, non seulement il n'y a pas le permis, mais il n'y a plus de connexion. Donc, Christophe, enchaîne. Il n'y a avec, pas la Wi-Fi dans Saligier. Voilà, c'est ça. Christophe, enchaîne tes tops et tes flops. Voilà, les top lillois, je mettrais, alors je mettrais Diallo en effet. Je mettrais après en défense, ils ont été plutôt bons, même Ismaili était bien aussi. Après, je mettrais un gros top à Wea parce qu'il fait encore une super entrée contre Contenance. Il amène 2 buts et vraiment, il a été très, 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 très déterminant dans ce match parce qu'à 1-0, bon, on peut toujours prendre une connerie et quand il rentre, ben, il ferme le match. Donc, bravo à lui. Et puis, c'est bien d'avoir un mec comme Wea, Ounas, enfin, c'est quand même confort. On a quand même du monde devant, quoi. Ensuite, je mettrais un gros top à Strasbourg, à Sels, le gardien, mais aussi à Diallo, l'attaquant. Je trouve qu'il est très remuant, qu'il bouge beaucoup, même s'il était un peu seul au fond de l'attaque, parce que Gamero, il n'avait pas l'air en forme. Mais vraiment, c'est un Gamero super attaquant. était blessé la semaine dernière. Il était incertain pour le match. Il a peut-être joué. C'est ça. Donc, il n'avait pas l'air en super forme. Par contre, Diallo, c'est très intéressant. Je trouve que c'est vraiment un super joueur. Il avait pu lui donner, il claque, hein, il a marqué 6 ou 7 buts, je ne sais plus. Hein. Et on voit qu'il est très, très remuant. Alors, je pense que dans les tirs que tu as cités, non cadrés, il doit en avoir 4-5 pour lui, parce qu'il a tenté à peu près dans toutes les positions. Mais il n'a pas été aidé par ses coéquipiers, et je trouve que c'était un bon joueur, quoi. Dans les flops côté Lille, Zedalka était un peu à la rue. Alors, est-ce que c'est le manque de rythme? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas trop, mais un peu de mal à se positionner. Et heureusement qu'en face, c'était pas trop fort. Et côté Strasbourg, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas très forts, mais je ne vais pas les accabler. Hein. Je ne connais pas les noms. C'est une excellente raison. C'est une excellente raison. Bon, je vais y aller alors. Je t'en prie, Julien, vas-y, j'étais en train de lire les commentaires. Bon, écoute, j'ai vu exactement le même match parce que tu vois, on ne s'est pas entendu avec Christophe, mais moi j'ai noté Ismaili, tellement facile techniquement et dans la vision du jeu. Le mec a un style pourtant tellement nonchalant, on dirait qu'il a 47 ans alors qu'il en a 32. Et c'est incroyable. Alors lui, c'est vraiment c'est le gros coup de ce mercato. Et c'est pas complètement étonnant que Fonseca soit venu avec dans ses valises, hein, parce que c'est Fonseca qui nous l'amène. Donc je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait et il savait tout ce que ça pourrait nous apporter. J'ai beaucoup aimé en particulier la première mi-temps de Benjamin André. J'ai trouvé qu'il était partout. Il s'est un peu éteint en deuxième. Diallo, impassable et toujours en essayant d'avancer. Donc j'ai beaucoup aimé son match. Et Wea, pareil, je m'étais écrit Wea, quelle entrée encore une fois. Il a du feu dans les jambes, il va tellement vite, il est très juste dans ses passes. Qu'est-ce qu'il est altruiste ce garçon. Il veut faire marquer, hein, c'est magnifique. Et il est tellement rapide que il arrive à faire marquer parce que quand tu rentres comme ça. Alors après, le sujet, c'est est-ce que ce mec ne sera pas toute sa vie un éternel remplaçant? Parce que tu vois, c'est un peu comme au rugby, tu fais rentrer ce qu'on appelle des impact players. Et pour moi, c'est un impact player. Un mec qui va aussi vite en fin de match face à des adversaires qui sont un peu fatigués, c'est forcément brillant et forcément c'est fort. Est-ce que ce serait aussi intéressant en commençant le match? Je ne suis pas sûr. En tout cas, le voir rentrer là comme il rentre depuis le match, c'est du pur bonheur, donc c'est génial. Et en flop de notre côté, pour moi, notre aile droite, Zedalka qui m'a pas rassuré, qui est pas rassurant, qui a des passes approximatives, qui a parfois une technique approximative. Moi, ce mec me fait peur. J'ai l'impression qu'il n'a pas le niveau. Alors, il faut pas crier jamais. Le cas Angel Gomez m'a appris à être prudent, puisque l'an dernier, je disais qu'il serait peut-être jamais joueur de foot. Et finalement, on se rend compte que mieux utilisé, avec plus de confiance, il n'est pas dégueu cette année. Donc peut-être que Zedalka va se révéler d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Et Ounas, il fait pas un bon match. Ounas, par rapport à ce qu'il a déjà donné, ce qu'il a déjà montré, il fait pas un bon match. Peut-être parce que Zedalka fait pas un bon match. Et il y a un moment, pour que ce soit fort sur ton aile, il faut que les deux soient forts. Et ça me permet d'ajouter notre peut-être futur capitaine du prochain match contre Monaco, Jonathan Bamba. Si Ismaili se montre autant, si Ismaili peut autant monter, attaquer, centrer, provoquer, c'est lui qui nous amène quand même le penalty pour un arrière latéral gauche.
c'est quand même fort d'aller chercher un péno. C'est parce que tu as Jonathan Bamba derrière. Alors, je suis désolé pour Pierre Ambroise qui nous écoute certainement aujourd'hui, qui est un de mes copains de Paris, qui n'aime pas beaucoup Bamba. Si Ismaili est si bon, c'est parce qu'il y a Jonathan Bamba. C'est parce qu'il y a sa qualité de repli, c'est parce qu'il y a son abnégation. Et vraiment, je souhaite du plus profond de mon cœur que Bamba soit capitaine parce qu'il le mérite. Il incarne les valeurs du LOSC, en tout cas celles que moi j'ai en tant que supporter. C'est un mec qui lâche jamais, c'est un mec qui s'est jamais caché. Et sans son repli défensif, on n'aurait pas été champion. Hein. On parle souvent de Mike Maignan, c'est une réalité qui nous vaut beaucoup de points. Mais un mec comme Jonathan Bamba, il est indispensable. Et je ne serais pas surpris que Fonseca, quand il fait sa composition, il y ait 2-3 joueurs qui mettent tout de suite sur la feuille de match systématiquement et que Jonathan Bamba en fasse partie. Donc pour moi, c'était important, même si évidemment qu'il est moins flamboyant, il est moins visible et c'est un peu plus du travail de l'ombre. Mais je le répète, si Ismaili peut autant déborder et se retrouver régulièrement dans la surface de réparation adverse, c'est parce qu'il y a Jonathan Bamba qui le couvre. Et je pense que si Ounas fait un mauvais match, c'est parce qu'il y a Zedatka qui n'est pas monté, qui n'a rien fait et qui n'est pas rassurant sur son aile. Les deux étant extrêmement complémentaires, l'arrière latéral et le milieu offensif latéral. Fernando, je ne sais pas si tu es d'accord, Christophe, là-dessus. Ouais, techniquement, Bamba et Ismaili font des choses super intéressantes. C'est du très haut niveau. Si on regarde les redoublements de passes dans des petits périmètres avec des contrôles, mais des contrôles, des roulettes, des machins, on voit des trucs super beaux. C'est vraiment, ils sont très très forts. C'est vrai qu'en face, il y a Ounas et Daka et plus de mal. Ouais. Et d'ailleurs, Bamba, et c'est très dur pour les gens avec qui il a joué avant, l'a dit dans une interview cette semaine. Alors, je ne sais plus où, mais j'ai lu ou j'ai vu Bamba dire que Ismaili, c'est plus fort que Renildo et que ça l'aide à mieux jouer. C'est quand même un peu sévère. Hein. C'est sévère, mais c'est vrai, il y a plus de bouteilles. Renildo sera peut-être aussi fort dans 4 ans. Ouais. En tout cas, vous êtes exactement du même avis que Fernando D'Amico, un grand connaisseur, qui avait pris la robe d'avocat de Jonathan Bamba lundi dernier dans l'émission Cop Nord. Et puis de certains qui trouvent également la même chose dans les commentaires. Pardon. Vous avez notamment Patrice qui est d'accord effectivement avec cette analyse. Et parmi les autres commentaires, donc on a sur le top Fabien qui nous dit Ismaili, David, Wea. En flop, personne pour lui. Patrice, Diallo, David, Wea. Ah, c'est possible. On n'a pas cité David, désolé. Pardon? On n'a pas cité David, c'est vrai. Oui, mais bon, il fallait bien le citer. Et il marque quand même 2 buts, hein. C'est pas anodin. Il y a eu un super match en dehors de ça. Dans le jeu, il était super. Ouais. Et donc, il avait également oublié Ismaili, donc il le rajoute. On a Fabien qui réagit. Ismaili, il a du ballon et une vivacité hors du commun. Et une question un peu plus particulière, Anthony, qui a une question pour Baptiste. Alors, Baptiste, je ne sais pas s'il vient, il revient. Il a mis la main. Je suis là. Voilà. Une question pour Baptiste. Après le match du week-end entre Templemar et Atiche, est-ce que Christophe Vieux pourrait remplacer Fonseca s'il devait partir? Je ne sais pas s'il faut répondre. Ça ressemble bien à la question à la con. J'allais dire, c'est la question à la con. Je ne sais pas si Fonseca aligne autant de chèques à la buvette que Christophe. Voilà, c'est tout. Et la secrétaire te remercie. Bon. Mais d'ailleurs, Christophe, tu parlais tout à l'heure de latéral droit, etc. Moi, je pense honnêtement que Bayo peut jouer latéral droit. Parce que pour moi, il a largement plus de bouteilles que Zedatka. Oh là là, ça part fort, ce bistrot d'Allélos. Baptiste, quitte à dire des bêtises, autant que tu continues, quels sont tes tops et tes flops? Tu as été interrompu assez vite, je te laisse recommencer finalement ton analyse. De toute façon, ouais, au niveau des tops, je vais retirer comme hier à Cop Nord, David. Doublé, voilà, il a concrétisé la plupart des occasions, il les a cadrées surtout. Après, Matsel, ça fait un super match, mais David a été très important dans le jeu. En flop, il y a l'aile droite, il y a Damounas et il y a Zedatka. Après, en top du côté de Strasbourg, ouais, il y a Matsel forcément qui a fait un super match. Et je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Julien au niveau du capitanat prochain de Jonathan Bamba. C'est le joueur qui a disputé le plus de matchs au LOSC, 176
Donc pour lui, 107 par rapport à Jonathan David, 86 pour Thiago Diallo. Et un sondage du petit Lillois, il y a une heure qu'on salue, qui dit, mais vous qui choisirez, vous, comme capitaine pour la réception de l'AS Monaco, il y a eu actuellement environ 900 votes et plus de 57% nomment Jonathan Bamba capitaine. Donc ça montre que les supporters ont envie que Jonathan Bamba porte le brassard. Et honnêtement, comme l'a dit Julien, il le mérite amplement ce brassard. C'est un joueur irréprochable. On n'a jamais entendu parler de lui en mal. Un joueur hyper important dans le collectif du LOSC et qui apporte tellement, que ce soit défensivement ou offensivement. Franchement, il le mérite. Hier, dans l'émission de Cop pardon, François, et dans le vestiaire, Baptiste, toi qui suis TikTok, Insta, machin, plus que nous, parce que tu es plus jeune, c'est quoi l'impact de Bamba? Pardon, l'impact de Bamba. Mais l'impact de Bamba, après, moi, je vois au niveau des stories, etc. Mais ça a l'air d'être un mec hyper ambianceur. De toute façon, on l'a vu avec la Bip Bip, ils étaient à 3, ils mettaient l'ambiance. Pépé était parti, pardon, il connaît, Bamba mettait l'ambiance et Bamba remet l'ambiance. C'est celui qui alimente le plus ses réseaux sociaux de story. Au niveau du LOSC, on le voit chambrer gentiment Thiago Diallo, Lenny Hiro, Rémi Cabella. On voit voilà, que c'est super bon enfant et j'ai l'impression que ça fait 4-5 ans qu'on a une superbe ambiance dans le vestiaire lillois et j'ai l'impression que Bamba il est vraiment pour beaucoup, il chante, il met de la musique, il est vraiment hyper important dans ce vestiaire lillois en tout cas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Après, je pense que je suis moins dessus que toi, mais c'est ce qui me semblait aussi. Il y a aussi ce rôle-là, alors certainement bien complété par Rémi Cabella aussi, qu'on voit gros ambianceur et très fédérateur et qui a un gros parcours quand même. Hein. Cabella, c'est Newcastle, c'est des vrais succès. Un titre de champion avec Montpellier, c'est des vrais succès dans sa carrière. Mais je pense que ça joue aussi. C'est pour ça que je voulais te poser cette question. Pardon, François. Oui, je voulais revenir sur Zelatka, parce que hier, Baptiste, tu disais une chose intéressante par rapport à sa compatibilité avec le système défensif de Fonseca. Tu peux nous réexpliquer ça? Ton micro? Allô, allô? On t'entend, c'est parfait. On m'entend, ouais. Pour Zelatka, c'est ce que je disais donc hier sur Cop Nord, si c'est ta question. Pour moi, c'est complètement un joueur qui évolue dans une défense à 5. On ne peut pas le voir dans une défense à 4. On l'a vu, par exemple, le premier match face à Auxerre, il était très offensif parce que Auxerre jouait vraiment très défensif et on pouvait se permettre de jouer avec une défense à 3. Il est vachement offensif et c'est un profil. Alors, certains, à part Christophe, ne vont peut-être pas adorer ma comparaison, mais je vais le comparer à Jonathan Klaus, l'ancien Lensois. Mais c'est vrai que c'est. Il perd complètement la tête. Entre guillemets, de le mettre dans Eh ben, on t'entend plus, c'est pas plus mal. T'as été voilà. Tu racontes n'importe quoi, on t'entend plus, ton micro il coupe. C'est très bien. Il apporte offensivement que défensivement. On t'entend pas. On n'entend plus rien. T'as dit Jonathan Klaus, ça a coupé. Tu as employé le mot interdit au bistrot d'Alé-le-Losc. C'est pas sérieux. Alors, on voit c'est vrai, ça a coupé quand t'as dit Klaus. C'est pas pour déconner. Alors, on voit revenir Georges qui a eu un problème technique et qui ne voulait pas rater l'occasion de nous faire part de ses tops et ses flops. Georges, quel joueur as-tu retenu? Alors, n'ayant pas entendu les vôtres, il se peut qu'il y ait quelques redondances. Évidemment, à Strasbourg, on ne peut que remarquer le match brillantissime de Sel. Côté lillois, évidemment, David pour son doublé. Cabella pour son tour très intéressant. Et en flop, c'est juste au regard de ses prestations précédentes parce que au niveau où il joue, je pense qu'on n'y trouvera jamais. Sinon, on va mettre Ounas quand même, qui n'a pas été mauvais, mais au regard de ce qu'il a fait avant, on peut considérer que c'est un petit flop, quoi. J'en ai un autre de top. C'est la paire André Gomez-Baleba. Parce que Baleba qui rentre à chaque fois pour remplacer André Gomez, qui en effet n'a pas 90 minutes dans les pattes. Encore une fois, c'est assez fort parce que Baleba, c'est un vrai impact player, c'est un vrai mec à cet âge, à 18 ans, moi je le trouve juste extraordinaire. Hein. Je pense qu'on a une pépite là, hein, parce que faire l'entrée qu'il a fait contre Lens dans un match avec autant d'intensité, avec autant de pression, ce qu'il a fait, prendre les ballons, aller les chercher dans les pieds et tout le temps avancer, et il nous a remontré la même chose contre Strasbourg, quoi. Le gamin à 18 ans, milieu défensif. C'est vraiment exceptionnel. Et
Et j'aimerais que ça continue comme ça. Même peut-être André Gomes, il peut sortir encore un peu plus tôt, 65e, et Baleba rentre derrière. Franchement, tu fais ça, tu fais rentrer Baleba, Wea en même temps à la 65e, je peux te dire que les mecs en face, ils vont prendre cher, hein, parce que ça secoue avec les deux. Là. Georges, Donc, à mon avis, pour le premier match, on va être tenu d'avoir et Baleba et Gomes en même temps avec l'absence d'André. On y reviendra tout à l'heure si ça ne Voilà. te dérange pas. On va justement, Non. Mais je quand on rejoins, sera sur le match de Monaco, on évoquera qui pour remplacer José Fonte et Benjamin André. Ne spoilions pas la deuxième partie, s'il vous plaît. Donc, des commentaires sur les réseaux sociaux. Olivier flop la pluie. Olivier, n'oublions pas Baleba, justement. Donc, très juste, il perfore la défense de Strasbourg sur le 3e but, j'imagine. Je vous lis comme ça. Hein. Donc, absolument pour Patrice, si les petits cochons ne le mangent pas, j'adore. Fabien qui confirme, hein, il a prononcé Klos, il parle de Baptiste, il a été brouillé, hein, c'est une sanction immédiate. Hein. Et cette année, nous pouvons même aller chercher une place en Europa League selon Anthony. Patrice qui rajoute, j'ai oublié un top Fonseca. Alors justement, est-ce que cette victoire, on ne la doit pas beaucoup à Fonseca qui semble avoir trouvé la recette? Comment vous analysez finalement ce changement de rythme, de puissance d'un LOSC qui était fragile et qui se transforme finalement maintenant en une défense solide, tout en gardant finalement des atouts offensifs assez intéressants? Est-ce que c'est maintenant la vraie patte Fonseca qui a réussi à trouver la solution et de passer du Jogo Bonito au Punto Bonito? Qui veut rebondir? Une question pour Christophe, ça. Ouais, c'est Christophe. Non, mais il y a plusieurs choses, en fait. En fait, Fonseca, au début, bon, c'est vrai que son jeu complètement découvert, et non seulement la caricature de match contre le PSG où on était complètement super content d'aller attaquer la plume dans le cul et derrière, laisser des trous derrière. Ça, c'est fini. Contre le PSG, il n'y avait pas que la plume qui était dans notre cul. Ouais, non, mais ça fait mal. Mais ce match-là a vraiment fait mal parce que vraiment, on défendait très, très mal. Et il y avait André qui défendait, quoi. Puis après, on avait un gardien en carton. Enfin, ça, il n'y avait rien qu'à aller. Mais là, je pense que ça monte aussi avec la montée d'André Gomes. Il a trouvé son régulateur du milieu. On a André qui est quand même un super joueur, c'est vrai. Mais maintenant, il est repassé en 4-2-3-1. Il a dit voilà, on va jouer sérieux et serrer les lignes. Et son régulateur, c'est André Gomes. Et avant qu'André Gomes soit à ce niveau-là, ben, on avait quand même un peu plus de problèmes à boucler le milieu. Et puis, on était un peu trop André qui pressait super haut. Angel Gomes, qui a joué à côté, il ne sait pas se placer bien où se mettre. Il nous manquait un joueur avec de l'expérience, du calme, et qui sache jouer court et long. Enfin, il sait faire un peu tous quand même. Donc, ce gars-là, pas un gamin du tout. Mais du coup, je pense que les deux sont liés. Je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, là, c'est bon, il est au niveau, on peut y aller. On va repartir sur des bases un peu plus sûres. Après, ce système de jeu-là, pour moi, il est super intéressant parce que là, on va parler après des absents qu'on aura la fois prochaine. Avec un système comme ça, on peut trouver des gens qui vont tenir la place et avec tant qu'on a là, on va perdre des cadres qui vont pas être là. Heureusement, on aura quand même des gens, on aura un peu plus d'assises derrière, on aura André Gomes au milieu et puis toujours Bamba qui est le régulateur. Donc avec 3-4 joueurs qui tiennent bien leur place, ce système de jeu-là, il nous permet normalement d'embrayer et de faire du changement. Donc, je pense qu'il a recadré, il est reparti sur un système beaucoup plus simple à comprendre pour les joueurs, beaucoup plus habituel aussi, parce qu'on jouait en 4-4-2 l'année passée, mais on a joué beaucoup en 4-2-3-1. Et voilà, donc je pense que ça explique au fait aussi que les joueurs ils se sont retrouvés et qu'ils ont pu retrouver de la confiance. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le système Fonseca ou on passe à la deuxième partie de l'émission? Oh, si je peux me permettre une petite statistique, hein, tant qu'on y est, mon prénom Big Data ne servira pas sinon. C'est un surnom, pas un prénom. Hein. Ton prénom, c'est Baptiste. Hein. Par contre, on ne te voit pas. Je ne sais pas si c'est normal. On t'entend, mais on ne te voit pas. Ah, j'arrive, je branche ma nouvelle caméra parce qu'il faut que je repasse sur mon PC maintenant. Mais en attente,
Il nous aura tout fait, Baptiste, ce soir. Hein. Ce mec qui est plus vieux que Lenny Yoro, quand même, hein, je vous rappelle. C'est vrai. Et entre les interventions à vélo, dans sa ligier, là maintenant il est dans sa chambre, il est certainement en train de se changer. Je me dis, ah, il est là, le voilà. Mais Le qu'il voilà, est beau. Baptiste. Voilà, en chantier, je m'appelle Teus. Donc, ouais, pour la petite statistique, c'est la première fois que Paulo Fonseca, j'étais surpris en apprenant cette statistique, hein, qui effectue 5 changements. C'est la première fois, d'habitude, il tournait aux alentours de 3, de 4, et là, c'est la première fois qu'il fait ces 5 changements. Donc, bon, c'est tant mieux, hein, c'est le principe des 5 changements, entre guillemets, c'est de changer la moitié de l'équipe. On enlève le gardien, hein, la moitié de l'équipe sur le champ, c'est très, très, très important. Et là, on l'a vu face à Strasbourg, par exemple, Timothy Weah, des joueurs comme ça sont rentrés et ont fait la différence. Et c'est l'avantage, c'est que je pense que c'est l'une des premières fois de la saison où les remplaçants ont vraiment apporté quelque chose de supérieur. N'ont pas été, entre guillemets, voilà, l'équipe était là, les remplaçants étaient là. J'ai l'impression que les remplaçants ont vraiment apporté plus. Alors, je vois Julien qui. C'est la deuxième fois, c'est arrivé contre Lens. Oui. Ouais, L'entrée de Weah et Baleba ont été significatives. C'est vrai. Et ben, en parlant de Lens, d'ailleurs, c'est notre plus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné avec 3 buts d'écart. La dernière fois qu'on a gagné avec 3 buts d'écart à l'extérieur, c'était face à Lens lors de la victoire 3-0. Bonjour aux Lensois. C'est toujours bon de le rappeler, Baptiste, tu as raison. Alors, il devait se rattraper, hein, après son brouillage après Klaus. Oui, c'est ça. Et tu vois, là, quand tu dis des choses vraies, tu n'es pas déconnecté. Hein. Tout se passe normalement. Non, il n'y a pas de censure au bistrot d'aller le LOSC. Alors, remarquez, moi, hier, on me demandait mon top sur le match Lens contre. J'ai sorti Michel Platini. Donc, c'est authentique. Hein. Je voulais souligner la passe décisive de Savanier à Montpellier qui permettait à Lens de débloquer le match. Et je citais Michel Platini qui disait que dans le foot, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Donc, voilà, c'était pour l'anecdote. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce bistrot d'Allélos. Donc, le prochain match, Monaco, Lille, appelé à régner. J'ai déjà mon titre en cas de défaite pour la semaine prochaine, rassurez-vous. Avant ça, vous savez que c'est l'heure du jeu concours du bistrot d'Allélos. Donc, j'espère que vous êtes prêts sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le principe. Une question. Le premier qui répond sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot des LOSC remporte 2 places pour le match Lille-Monaco. Pour ça, il y a bien sûr des conditions. Il faut être supporter du LOSC. Hein, les places sont dans la tribune active. Et il faut également être bien sûr disponible dimanche soir. Les places ne sont pas... on ne peut pas céder les places à quelqu'un, il faut venir personnellement, on peut juste inviter une personne avec soi. Donc, la question, elle a un rapport avec le match de Monaco. Vous savez qu'à Monaco, il y a un ancien entraîneur du LOSC qui a fait une grande partie de sa carrière, qui est d'ailleurs l'entraîneur du LOSC sur les 20 dernières années, qui a dirigé le plus de matchs en fait pour le LOSC. Il s'agit de Claude Puel. Alors, ce n'est pas le jeu, mais c'est une question qui s'adresse aux piliers du bistrot. Il a disputé 228 matchs avec le LOSC. Est-ce que vous savez qui est le deuxième entraîneur et le troisième en nombre de matchs dirigés? Depuis quand? Depuis la vie des temps? Depuis les années 2000. C'est à nous qui ai posé la question ou... Non, là, je vous pose la question à vous. Ah, Après, je poserai la question pour les... Là, je fais Sacramento et Marcelo Bielsa. Je fais un peu de teasing. Ceux qui ont fait le plus de matchs qui ont été le plus de matchs sur le banc du LOSC. Vaïd Garcia. Il y a Garcia, 190 matchs, il est deuxième. Et le troisième, c'est Galtier, 123 matchs. Ah, mais à l'Élosique, on ne compte pas les matchs de D2. Non, il a 98 matchs sur le banc du LOSC. Avec la D2 compris? Je ne sais pas, c'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas. Moi, je m'en fous. J'ai ma place pour Monaco. Avec la D2, il y a plus. Il y a 3 saisons et demie. Plus de 3 saisons et demie. Alors, la vraie question, c'était pas ça. Et maintenant, je m'adresse aux internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Claude Puel vient de sortir sa biographie dans laquelle il retrace toute sa carrière. Quel est le titre du bouquin? Hop,
top, vous pouvez y aller. Le premier qui répond gagne 2 places pour Lille-Monaco. Quel est le titre de la biographie de Claude Puel qui sort en ce moment, qui a fait un peu le buzz parce qu'il a parlé des magouilles marseillaises et dans lequel il retrace son parcours notamment au LOSC avec... Donc, il parle de Galtier. Pardon? Il parle de Galtier. Je ne sais pas s'il parle de Galtier était plus vraiment. Et d'ailleurs, quelqu'un a le contact pour l'appeler. Hein. Si c'est en lien avec sa carrière de joueur, j'avais un titre pour lui, en mémoire d'un boucher. Mais d'ailleurs, c'est le deuxième à révéler ces achats de joueurs monégasques par Bernard Tapie, parce que Emmanuel Petit l'avait déjà fait dans un premier livre. Donc ça fait quand même le deuxième joueur de Monaco qui l'ouvre sur ce sujet-là, et en disant certainement en accord avec Arsène Wenger que eux trois étaient convaincus que certains de leurs coéquipiers avaient été achetés par Tapie à l'époque. C'est grave quand même. Hein. Qui ne jouait pas les matchs. Ouais. Petit, il a dit plusieurs fois ça. C'est-à-dire que Marseille avait tellement de sous qu'ils pouvaient payer les mecs de l'équipe d'en face aussi. Quoi. Le seul qu'il fallait virer à Marseille, finalement, c'est le DRH qui faisait mal son boulot. Il ne savait pas à qui faire les fiches de paye. Alors, on a déjà des réponses sur les réseaux sociaux. On a Patrice Barlone qui nous dit, qui nous propose comme titre un poêle dans la main. Je donnerai personne en disant que c'est absolument pas ça. Et on a déjà une bonne réponse. Donc, Fabien qui continue sur la lancée, tous à poêle. Donc, ce n'est pas ça non plus. Ça poêle et on se caresse. Et on se caresse, c'est ça. Voilà. Et alors, bon, j'ai plusieurs bonnes réponses, mais le premier qui a donné le bon titre, c'est Gaspard. Donc, le titre, c'est Libre. Et on a également, donc, J'ai pas fait chier. deuxième, oui, c'est pas très original, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça reflète ce qu'il ressent. Il est libre. Et on a Eléor qui a trouvé la bonne réponse en troisième, coiffé sur le poteau par Olivier, qui avait également cité le bon titre du livre. Alors, Gaspard, donc, on va contacter donc, ces prochains jours, mais tu as remporté 2 places en tribune active pour le match Lille-Monaco. Juste un truc, si Gaspard, son vrai nom, c'est pas 6, mais Puel, Gaspard Puel. Est-ce qu'il a le droit de... Je sais pas. J'ai pas tout compris. Bah, le fils de Puel, il s'appelle pas Gaspard, non? Je dis une connerie. C'est ça, Marie. Il me semble, hein? Non? Je dis une bêtise? Je sais pas. Je dis peut-être une connerie. Il y en a un qui jouait à Nice maintenant. Alors, je sais qu'on a, sur les réseaux sociaux, on a plein de connaisseurs et ils vont nous répondre. C'est le challenge du jour. Il n'y a pas de place Grégoire. à gagner. Grégoire, C'est donc Grégoire. tout faux, nul, ma blague est nulle. Allez, ça dégage. Allez, Bon, va te je propose que, Mais non, Grégoire, c'est un chanteur, qu'est-ce que vous racontez? je propose que les internautes qui nous Julie. suivent sur les réseaux sociaux Julien pour cette Voilà. blague complètement foirée. Alors que cette Julien, tout catastrophe le monde nucléaire. sait que Grégoire, c'est le fils de Francis Puel. Bon, je vous propose Quel de carnage. passer vraiment à la deuxième partie de l'émission, là, parce que là, on lâche complètement. Donc, je vous rappelle donc, le titre de LOSC appelé à régner. On a Monaco, 6e du championnat, 21 points, au même niveau que Rennes, le premier qualifié pour la Coupe d'Europe. 6 victoires, 3 nuls, 2 défaites, hein. Un goal average de plus 6, 20 buts marqués, 14 buts encaissés. Contre Lille, qui est 7e, juste derrière, à 2 points derrière, avec 6 victoires aussi, 1 nul, 4 défaites, et un goal average enfin positif de plus 3, avec 21 buts marqués, donc une meilleure attaque que Monaco, mais une défense à moins 18. Donc un match serré au classement. Comment vous attendez ce match, premier tour de table, et après on se posera la question comment remplacer les absents. C'est pour éviter que vous spoiliez une nouvelle fois le sommaire que j'ai longuement préparé. Qui veut commencer par son sentiment sur ce match? Est-ce que vous voyez le LOSC continuer sur sa lancée ou est-ce que vous voyez ce match comme un test qui sera très, très difficile? Alors, Christophe, on va commencer par toi. Bah, le problème, c'est que les changements, c'est la clé du match. Mais bon, alors on va dire sur la lancée, avec la confiance qu'on a. J'espère bien qu'on va faire un match sérieux et Monaco, je vois qu'ils vont mieux aussi. Hein. Ils sont assez inconstants, mais ces derniers temps, ils vont un peu mieux. Après, je pense que Monaco, c'est quand même prenable. Hein. Maintenant, il faut que le LOSC montre un peu plus que ce qu'il a montré dans le début du championnat. Et Monaco à domicile,
si Big Data il se réveille, il va nous dire qu'on a perdu beaucoup de matchs ces derniers temps contre Monaco à domicile, parce que j'ai vu la stat par hasard. Mais là, il faut vraiment, si on veut faire quelque chose cette saison, il faut vraiment assurer ce match-là. Et j'espère bien qu'avec la lancée qu'on a prise là, qu'on y est. Je pense que les joueurs sont concernés. Je pense que. Enfin, moi, j'y crois. Je pense que ce match-là, ça devrait aller. Alors, on a un Monaco qui fait un peu office de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est des résultats en début de championnat un peu nuancés. Et là, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, 5 victoires et un nul contre Clermont récemment. Et des résultats qui sont un peu masqués aussi par des résultats assez mitigés en Europa League. Baptiste, tu le vois comment ce match? Alors, déjà, je vais revenir donc, sur la statistique que me demandait Christophe. Déjà, la dernière victoire de Lille face à Monaco, c'était le 6 décembre 2020, victoire 2-1 en Ligue 1. Il y avait eu aussi un match de Coupe de la Ligue, mais ça, c'était en 2019, pardon, excusez-moi. Et la dernière fois que Lille s'est imposé à Monaco, c'était il y a très, 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 très longtemps. Et même pas en 2014, je crois qu'on s'est presque. Non, on ne s'est jamais imposé à Monaco. Je vous parle de ça d'ici les 5 dernières années. Donc, c'est toujours compliqué d'aller jouer à Louis II. Alors, bon, c'est pas grâce au public, hein, je vous rassure. Mais ça va être un match forcément compliqué. L'avantage qu'on joue Monaco maintenant, c'est que Monaco, les 6 premiers mois, c'est pas terrible. On se demande toujours, le coach va sûrement se faire virer fin décembre, etc. Et ensuite, vous avez à Monaco toujours un renouveau au niveau du mois de février, mars. Et ils arrivent toujours à accrocher l'Europe après cette phase où ils font des sacrées remontées. Donc là, on les joue un petit peu en avance. Ça va être un match assez compliqué. Il y a un super attaquant qui est Mbolo à Monaco. Gaspard Mbolo? Grégoire Mbolo, exactement. Mbolo Kanté. On peut toutes les faire, hein, mais qui est très très bon. Il y a potentiellement Wissam Ben Yedder qui aura envie vraiment de jouer parce que Wissam Ben Yedder, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce dimanche, il est sorti prématurément en raison du carton rouge donné à la 25e minute de jeu à Camara le milieu. Donc il y aura vraiment envie de prouver à Philippe Clément qui doit jouer. Donc ça va être un match très compliqué face à Monaco. Maintenant, je pense qu'on peut continuer. On peut largement continuer à s'imposer. Notre série de victoires peut continuer. Il y a pas de doute. Mais moi, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je suivrai le pronostic de Georges au cas où. Donc, j'espère qu'il annoncera un 3-0 pour qu'on gagne. On n'est pas encore au pronostic, mais par contre, ça va être à Georges de nous faire part de comment il sent ce match. Alors, comme tu disais, si face à Monaco, on est appelé à régner, il faudra quand même qu'on soit dans un état de grâce. Hein. Ah, tu m'as bousillé mon titre de la semaine prochaine. Oh, je suis désolé. C'est pas grave. J'en trouverai un autre. Comme quoi, voilà, je sais faire preuve de goût quand même, parce que piquer le titre à Maître François, c'est. Ouais. Non, mais je pense vraiment que cette équipe de Monaco, elle reste quand même sur une série assez impressionnante. Voilà, ils ont eu un départ assez poussif cette saison. Là, ils sont particulièrement remontés. Alors, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'ils ont eu un dernier match un petit peu compliqué avec une expulsion prématurée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dû jouer quasiment 1h10, il me semble. Ça peut, on parlait un petit peu de remplacement d'hommes frais et compagnie, ça peut influer. Et puis voilà, quoi, je pense que 3 matchs qui arrivent, là, et celui de Monaco, ça va être la vraie mise à l'épreuve face à des adversaires très sérieux et coriaces. Donc, moi, je crois que ça va être un match compliqué, serré, mais j'y crois. Alors, je disais, il y a 6 matchs sans défaite. Alors, ce ne sont pas des matchs contre des équipes faibles. Ils ont été battre Nice à l'extérieur, ils ont battu Lyon à domicile, ils ont battu Rennes à l'extérieur, ils ont battu Nantes à domicile, ils ont battu Montpellier à l'extérieur et donc fait match nul contre Clermont. Il y a quand même des résultats aussi significatifs depuis le début du championnat. Ils ont fait match nul au Parc des Princes contre le PSG et un match de bonne facture. Donc, il y a quand même des arguments dans cette équipe. Ce n'est pas une équipe qui
Alors, tu disais qu'il ratait son début de championnat, Baptiste. C'est pas un début de championnat raté, c'est mitigé. Et c'est vrai qu'on a du mal à analyser ce début de championnat parce qu'en Coupe d'Europe, par contre, c'est assez décevant. Ouais. Mais en championnat Ouais. aussi, il y a eu des gros couacs. Contre 3, contre Lens, à la maison, ils ont pris quelques volets. J'ai l'impression qu'entre guillemets, je me permets 20 secondes, que alors j'ai peut-être abusé sur le fait d'un championnat qui commence à être raté pour eux, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est comme Lille, c'est fort contre les forts et faible contre les faibles. C'est ce que j'ai l'impression, entre guillemets. Nous, c'est l'inverse. Ouais, nous, c'est l'inverse. Donc, Ouais. est-ce que. Ouais, j'ai du mal avec ce. Le fil rouge sur le bouton vert et le fil vert sur le bouton bleu. Baptiste n'est pas le con qui a Alors fait sauter après, le tant pot, que Monaco n'est pas fort contre les Olympiques, moi, ça me va bien. C'est dégueulasse de parler de pont alors qu'on parle de Monaco quand même. Pourquoi? À la princesse de Monaco, allez. Oh là là. Elle était nulle, elle fait sa place. En plus, il confond avec Diana, donc c'est. C'est ça. Arrêtez les blagues. Non, C'est rendez-moi ouais. service. Arrêtez les blagues ce soir. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Reprenons foot. Heureusement, il y a Julien qui sait ne pas abuser des mauvaises blagues. Allez, Grégoire. J'ai tout sorti sur Strasbourg. Voilà. Hein. Il est à plat. Demi-sel, fleur de sel, j'ai tout lâché. Il est à plat, là. Il ne peut plus rien trouver comme blague, Julien. Donc, il va pouvoir nous faire son analyse de ce match qui arrive donc contre Monaco. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Mais j'ai pas beaucoup vu jouer Monaco, hormis le match contre le PSG, où en effet, je les avais trouvés costauds. C'est le seul match que j'ai vu cette saison. Tout ce que je sais, c'est qu'en termes de points, on est sur un match qui peut tout changer. C'est-à-dire que si on gagne, on passe devant Monaco, on a 22 points, ils en ont actuellement 21, et on a ce week-end un Marseille-Lens. Si il devait y avoir un match nul entre Marseille et Lens, on revient à 2 points et 3 points de Marseille et Lens. Et ça change tout. Ça nous repositionne complètement pour aller chercher les 2e et 3e places du championnat. Donc, c'est peut-être déjà un des tournants de la saison, ce Lille-Monaco. Donc, j'espère qu'il y aura du monde au stade. J'espère que ce premier week-end de vacances fait qu'il y aura beaucoup d'enfants qui seront enthousiastes, qui seront contents d'accompagner leur papa et peut-être leur maman au stade, et que l'ambiance sera aussi bonne que celle qu'on a connue contre Lens, puisque on a montré qu'on savait se mobiliser, qu'on savait faire beaucoup de bruit. Je n'étais pas là pour le débrief de ce match, mais je voulais rappeler quand même que beaucoup de supporters d'autres clubs ont été vraiment impressionnés par l'ambiance qui a été mise par les supporters lillois. Et j'espère vraiment que les DVE arriveront à emmener le reste du stade. Le stade Pierre-Mauroy Décathlon Arena, va te faire foutre ce nom pourri, c'est pas que le stade de la tribune nord. Et moi, vraiment, ce qui m'a marqué lors de ce derby, c'est la capacité de tout le stade à suivre les DVE quand les DVE chantent des chansons fédératrices pour tout le stade. Donc j'espère qu'ils vont le faire, d'autant qu'encore une fois, il y aura plein d'enfants. Donc ça va être un super match. Et ça peut vraiment être un virage hyper important de la saison si le résultat nous est favorable et si Lens et Marseille devaient faire nul, ce qui est complètement envisageable à mon sens. Moi, si je devais jouer ce week-end, je jouerais un nul entre Lens et Marseille. Il préfère que ce soit Georges qui est meilleur pronostiqueur que nous tous, mais on verra après les pronostics avec Georges. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Patrice qui nous fait une petite private joke, qui nous dit dimanche, il y aura du Monaco à la place de la Foufoune. Christophe va adorer. Donc, ça reste rouge. Voilà, ça reste rouge. Alors justement... On parle de l'autre Christophe. Hein. Ah ouais, mais alors attention. Alors là, ce qu'on vient de dire, c'est parfaitement dégueulasse. Je viens de me rendre compte. Alors, il va falloir l'expliquer. Il va falloir expliquer que Christophe, il boit juste de la Castel Rouge. Voilà, c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est pas le seul, hein. François aussi, boit de la Castel Rouge. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, donc, autre commentaire pour sortir de cette private joke. Donc, Olivier, il est très méfiant contre une grosse bête noire. Patrice, il me souvient d'un LOSC Monaco sous Bielsa. Ce jour-là, j'ai failli me suicider. On n'a pas bien. Si on gagne, le titre pourrait être le LOSC comme un ouragan. Alors, ceci dit, même si on perd, ça pourrait être comme un ouragan. Le titre, c'est un titre auto-reverse.
Fabien qui rajoute, vu que Monaco a du mal contre Clermont, c'est le moment de titulariser notre filière clermontoise. C'est une idée pour Fonseca. Et Patrice qui surenchérit, oui, Bayo, il doit aimer le Monaco, mais pas que. Donc voilà, c'est un match en tout cas qui va être marqué par deux absences majeures dans l'équipe du LOSC. On sera privé pour cause de carton jaune répétitif finalement de nos deux anciens, José Fonte et Benjamin André, qui seront absents pour le match. Alors la question, c'est comment on peut faire pour remplacer ces deux joueurs cadres. Alors, on sait que le début de saison, José Fonte n'est pas exceptionnel, mais il est quand même là pour diriger finalement la défense. Et Benjamin André, on connaît son abnégation. Qui, pour vous, peut les remplacer? Quels sont vos arguments? Alors, Baptiste, tu as déjà répondu en partie à la question, je crois, hier. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le sujet? Je peux redévelopper. L'idée n'a pas changé depuis hier, que même si José Fonte, comme tu as dit, François, hier, c'est un profil voilà, de joueur aujourd'hui qu'on critique au LOS parce il est beaucoup moins bon, mais ça permet vraiment à Diallo de prendre une autre dimension. Aujourd'hui, si on met Thiago Diallo aux côtés de Leniro ou d'Alexandro, forcément qu'il y aura du jeu, etc., mais il n'y aura pas cette expérience qu'on a envie de donner au LOS, qui est surtout, voilà, Thiago Diallo et Leniro, ça peut aller, Thiago Diallo et Alexandro. J'ai peur qu'à la fin, ça se transforme en combat de MMA. Donc ça, c'est vrai qu'en défense, donc, je mettrais avantage Thiago Diallo et Lenny Yoro. On parlait hier voilà, de Bafodé Diakité en centraux. J'ai du mal à le voir en central. Moi, je vois plus en latéral parce qu'il commence vraiment à faire ses preuves. C'est un central de formation, Diakité. Ouais, mais ça veut dire qu'à droite, je vais dire ce que j'ai dit pareil sur BFM, hein, mais Zedaka à droite, ça me fait vraiment peur. C'est vrai, non, mais c'est réel. Mais donc voilà, après on peut mettre une défense à 5 avec Gerova à droite, mais ça sera encore plus débile. Je préférerais limite avoir Gudmundsson le retour sur le côté droit, lui qu'on ne voit plus du tout même dans le groupe, qui a dû être écarté, alors on ne sait pas pourquoi. Et au niveau du milieu de terrain, moi je garderais la paire André Gomes et André Gomes, en l'absence de Benjamin André. André Gomes peut faire le taf. Et je vois que André Gomes, je vois pas Baleba faire 90 minutes ou alors 60 ans, mais débuter. Et Jonas Martin, pour moi, actuellement, c'est trop faible. Donc, je garderai Gomez pour la première fois de la saison. Ça me paraît pas mal. Julien, quel est ton avis sur ce double changement nécessaire? Ma réponse, c'est Lenny Yoro avec Thiago Diallo, parce que Diallo, il est en pleine bourre et je pense qu'il est capable aujourd'hui, vu le niveau qu'il nous montre depuis 2-3 matchs, d'accompagner Lenny Yoro, qui avait fait une belle première prestation contre Toulouse le 17 septembre, du haut de ses 16 ans. Alors évidemment, il avait provoqué le but, mais le mec, il n'a même pas fini sa croissance musculaire. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Et je pense que c'est l'avenir. C'est Alain Raguel qui disait dans La Voix des Sports lundi que c'était le futur Raphaël Varane. Non, pardon, c'est Paolo Fonseca qui disait que c'était le futur Raphaël Varane, Lenny Yoro. Et il y avait toute une interview d'Alain Raguel. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez, fin des années 90, Alain Raguel, c'est la génération Gaël Sens, Christophe Landrin, Riyad Amadou. C'est les belles générations qui ont connu la deuxième division, mais c'était un LOSC avec beaucoup de joueurs issus de la formation. Et Alain Raguel a été le coach de Lenny Yoro au Villeneuve d'Ascq Métropole, club de football qui a disparu, et qui disait tout le bien qu'il pensait de Lenny Yoro. Donc, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a souvent des bons papiers dans La Voix des Sports. C'est important de le dire quand c'est bien, puisque ça me permet de dire ce soir, puisque je n'étais pas là après le derby, que j'ai trouvé l'article dans La Voix du Nord d'une certaine Karine, je ne me souviens plus de son nom de famille, parfaitement dégueulasse. Écrire un article le jour du derby sur des supporters lillois qui n'iraient pas au stade à cause des gros mots qu'ils entendaient depuis un mois au stade, c'est parfaitement débile, ça ne sert à rien, ça ne fait que montrer un visage vraiment ridicule des supporters lillois. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je tenais à le dire parce que quand les articles sont aussi bien que cet article sur Lenny Yoro dans La Voix des Sports ce week-end, qui est un article d'Olivier Fosseux, il faut le dire. Et quand il y a des articles pourris comme celui-là
de cette journaliste le jour du derby, il faut le dire aussi. Enfin, franchement, si le journalisme maintenant de La Voix du Nord, c'est souffler sur les braises, créer des tensions et être vraiment certain que ce soit la merde, allez-y, continuez, c'est formidable. C'est vraiment comme ça qu'il faut pratiquer. Mais j'ai vraiment trouvé cet article parfaitement ridicule. Et il est d'autant plus au regard de l'ambiance qu'il y a eu ce soir-là, qui est certainement la meilleure ambiance qu'on ait connue après le Lille-Chelsea de l'an dernier. Donc ça a donné complètement tort à ces Lillois qui n'étaient pas venus et ces 2 supporters lillois qui avaient été interviewés par cette journaliste, et ça a donné tort à cette journaliste. Donc je suis parfaitement content qu'elle ait eu tort, et je ne comprends vraiment pas cette façon de faire. Et comme certains journalistes de La Voix du Nord viennent, et particulièrement, de temps en temps, et particulièrement Olivier ou Stéphane, j'espère que la prochaine fois qu'ils viendront, on pourra en parler, parce que alors là, je ne comprends vraiment pas la ligne éditoriale, quoi. Si c'est juste faire des articles putaclic, bravo, parce qu'en effet, ça a rendu furieux plein de monde, mais ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Donc Lenny Yoro, et moi je mettrais Angel Gomez et peut-être Baleba. Georges, est-ce que tu as un avis sur cette double question? Absolument. Moi, je pense. J'ai dit Angel Gomez, pardon, je pensais André Gomez. Hein. André Gomez. André Gomez et Baleba, pardon. Moi, je te rejoins, Baleba, parce qu'il est clair que contre Monaco, il faut faire monter Carlos. Voilà. Donc, on s'améliore. Voilà. Après, ça pareil, je vous laisse vous démerder pour le défenseur central parce que je ne peux pas faire mieux, là, je suis au top. Tu veux pas mettre vidéo, non? Vidéo, il n'y a pas de vidéo, non? Non. Bon, en tout cas, il faudra que. Casino, il pas Casino. Oui, c'est ça. Il faudra en tout cas une défense solide, même si en face de nous, dans l'attaque monégasque, le meilleur joueur en ce moment, c'est une Brel. Ouais. Je rebaisse le niveau, je suis désolé. Christophe, est-ce que tu veux enchaîner discrètement sur ton avis sur ce double changement nécessaire? Déjà, est-ce qu'on change de tactique? Moi, je pense que non. Je pense que le 4-2-3-1 va rester quelques matchs. Je pense qu'il ne va pas tenter autre chose avant un bout de temps. Donc ça, c'est déjà important parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans ce schéma-là, on peut changer les joueurs plus facilement que dans un schéma 4-3-3 ou 4-4-2, je trouve que c'est plus facile. Donc André Gomez, c'est sûr qu'il joue au milieu. Jonas Martin, de ce que j'ai vu, c'est pas bon, quoi. Il y a les dernières minutes contre Lens qui sont pas trop mauvaises, mais même à Strasbourg, il fait un peu tâche quand il rentre. Et je rejoins Alexandro qui rentre, il fait pas une belle entrée non plus. Donc ces joueurs-là m'inquiètent un peu parce que Alexandro, je pense qu'il est jeune, ça pourrait arriver avec le temps. Jonas Martin, il met quand même un bout de temps à retrouver un niveau, quoi. Donc, je pense que si Rennes l'a laissé partir gratuit, c'est peut-être pas tout à fait une erreur. Donc, j'espère me tromper, mais ça n'a pas l'air terrible. Donc, dans ce cas-là, ce qui m'embêterait, c'est de faire jouer 2 jeunes. Yoro et Baleba, ça me paraît risqué. Parce que 2 jeunes comme ça dans l'axe. Une défense centrale de 12 ans de moyenne d'âge contre Voland et Ben Yedder, ça risque d'être un peu léger. Ouais, c'est ça. Donc faire jouer à la fois Yoro et Baleba au milieu, moi ça me paraît risqué. Donc je ne sais pas lequel des deux il faut risquer dans les deux. En fait, je ne sais pas. C'est par rapport à son entraînement, parce qu'on a quand même Diakité qui peut jouer au centre. Moi, je pense que la solution la plus sûre, on va dire entre guillemets, c'est de faire jouer Diakité au centre avec Diallo, laisser Zedalka à droite, et de faire jouer au milieu de terrain Baleba avec André Gomez. Parce que Angel Gomez, pourquoi pas, mais on a vu que derrière, il a un peu de mal. Et je pense que Angel Gomez, il peut très bien jouer au-dessus, et avec Cabella qui rentre dans la dernière demi-heure. Je pense que ça serait, à mon avis, c'est la solution la plus sûre par rapport à ce que j'ai pu voir, mais je ne vois pas les entraînements. Où tu fais descendre Cheka en défenseur central. Ah non, merde! Ah! Ou André. André, il a pas aussi. À Reims, peut-être une réussite, mais bon. Il cartonne Cheka à Rennes. Cheka, c'est con de pas la regarder. Enfin bref, autre chose. Ouais, c'est bien de se le dire de temps en temps que c'est con de pas l'avoir regardé. Sur les réseaux sociaux, on a Patrice qui nous dit Diakité, Yoro, Diallo, Ismaili, et André Gomez et Baleba aussi. Il y a une tendance, effectivement, à confirmer cette analyse. Donc, il fait la même compo que moi, quoi. Pas beaucoup de personnalité, Patrice. Alors, donc, si on résume, les favoris du bistrot sont Yoro derrière et Baleba pour remplacer Benjamin André.
Et Donc, pas moi. Alejandro, c'est juste une chanson de Lady Gaga, c'est pas un joueur de foot, je pense. Donc, Moi, pas je pour moi. connaissais, Donc, moi, je l'ai déjà quitté et moi, j'ai je dans le connaissais cadre. ses sœurs Alexandrie et Alexandra, mais Oh là là là. Oh, le niveau de ce bistrot ce soir est très fort. oui, on fera Ça pas. ne fait d'ailleurs, je regarde les gens qui suivent, ça ne fait que baisser. Donc je pense que vraiment les calembours, faut arrêter. Oui, oui. Et puis, en tout cas, on ne fera pas de résumé sur TikTok avec les extraits du bistrot de l'Oscar. Cette fois-ci, on va s'en passer. Donc, il est déjà 21h43. Je vous propose de conclure ce bistrot de l'Oscar en faisant un tour de table sur vos pronostics pour le match de Monaco. Alors, je ne vois plus Georges qui On a va une perdre. fois disparu. Donc, on n'aura pas le droit à ces pronostics talentueux. Donc, il faut vous lancer sans filer. Baptiste, quel est ton pronostic et les buteurs pour ce match Lille-Monaco? Ouah, c'est compliqué. Je verrais bien un petit 1-0. Un vieux 1-0, un clean sheet pour voilà, continuer notre série de clean sheet avec un buteur, Jonathan David, pour continuer sa lancée de, Si c'est un 0, ça co-meilleur peut être buteur. que Jonathan David. C'est vrai, j'espère pas sur penalty cette fois-ci, hein. Mais ouais, qui est d'ailleurs co-meilleur buteur actuellement du championnat, là, s'il peut devenir un meilleur buteur, ça serait vraiment très 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 cool. Donc ouais, un but de Jonathan David à la 80e et on repart avec les 3 points, 1-0 et on recolle avec la tête du classement. Julien, ton pronostic pour ce match Lille-Monaco? Alors 2-1 avec un but de Jonathan David et un but de la tête sur corner ou coup franc de Lenny Yoro. Parce que je vous rappelle que j'étais le premier à en parler au bistrot de Lenny Yoro puisqu'il a fait son premier entraînement lors de l'entraînement en public l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin d'année, ça a été son premier entraînement avec le groupe pro et c'était en même temps quasiment le seul entraînement qui a eu ouvert au public. Ça devait être au mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises, pendant les vacances l'année dernière. Et je vous avais dit à quel point j'avais été surpris du jeu de tête de ce gamin de 15 ans, puisque les mecs n'avaient pas piqué un ballon face à ce môme de 15 ans qui faisait son premier entraînement avec les pros. Et c'était juste... Enfin, c'était incroyable. Donc, David Yoro, 2 et un de Ben Yedder. Donc, ça fait 2-1. Et j'aimerais dire une dernière chose après, quand on aura fini le tour de table, François. D'accord. Christophe, ton pronostic? 2-1 aussi, moi. 2-1 aussi, parce que je pense que voilà, il y aurait bien une cacouille avec les changements, tout ça. 2-1 et les buts, je vais dire David aussi qui marque 1 et Wea. J'espère que Wea marque 1 aussi. Alors, on a des pronostics plutôt optimistes sur les réseaux sociaux. Alors, ça commence par moyennement optimiste. Un but partout, but de David. Patrice, 1-0. Georges qui nous met son prono comme ça sur le chat parce qu'il n'a plus de connexion, son PC a brûlé et il réagit sur un téléphone. Donc 3-1 pour le LOSC. Et Section Lincel qu'on salue et qu'on aura bientôt comme invité au bistrot de LOSC d'ailleurs, avant le match d'Angers, on peut le dire, hein, c'est quasiment bouclé. Donc Section Lincel, 2-0, but de David et but de Cabella. Guillaume qui nous dit 2-1, but d'Ounas et de David. Et Section Lincel qui remonte, hein, 3-0, Ounas, Cabella et David. Il avait oublié qu'Ounas était un joueur du LOSC. Donc voilà. Avant de conclure ce bistrot, Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Je te laisse la parole. Ouais, je voulais faire un clin d'œil particulier aux filles qui font un super début de saison en D2 féminine. Après 5 journées de championnat, elles sont à 12 points. Elles sont deuxième égalité devant le leader qui est le RC Lens. Et pour rappeler qu'on aura le droit au premier derby le 22 janvier. Pour l'instant, c'est prévu à cette date-là. Donc, j'espère qu'il sera ouvert au public, en tout cas au public lillois, parce que si je ne dis pas de bêtises, ça a lieu à Lille. Ouais, c'est ça, le match aller aura lieu à Lille. Ils annoncent déjà une date, 22 janvier, 14h30. Donc, c'est un match qui pourrait être très important parce que les deux clubs se comportent très, très bien dans cette D2 féminine. Et évidemment, ici, on espère tous que c'est les filles du LOSC qui vont monter en D1 l'an prochain. Voilà, donc bravo les filles et continuez, on est super fiers de vous. Bravo. Alors Fabien dit, tu as prononcé RC Lens, ça va couper. Donc pour l'instant, la connexion tient, il est plus résistant que Baptiste. Donc on salue les filles, bien évidemment. Ce match d'ailleurs devrait avoir lieu au Stadium où la nouvelle tribune a été inaugurée cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, c'est ça.
Moi aussi, des fois, je m'informe, Baptiste. Hein, tu me regardes Bravo, d'un air. bravo. Non, je ne savais pas que la tribune était ouverte. Voilà, donc il est temps de nous quitter. Donc, je voulais remercier, comme d'habitude, tous les internautes qui nous suivent fidèlement chaque mardi et qui réagissent sur les réseaux sociaux. Je voulais remercier, bien sûr, les piliers du bistrot. Je vais commencer par Georges qui nous a quittés, tué par sa connexion. Donc, merci Georges pour ta participation. Merci à Christophe. Merci pour ta participation à ce bistrot de LOSC. Merci à toutes et tous et à bientôt. Julien, merci pour ta venue ce soir et ton. Je ne sais pas si c'est un t-shirt ou un blouson derrière toi. Un body. C'est un body. C'est un t-shirt dog. Voilà. Et petit clin d'œil à Grégoire Puel. Je présente mes excuses, Gaspard. On l'embrasse. Et merci à Baptiste donc, pour ton intervention ce soir. Et même si l'arrivée était un peu chaotique. Très, très chaotique, je m'en excuse, mais je vous aurais tout fait. Je vous aurais fait une petite visite, en tout cas, des recoins de ce coin. Oui, ça nous a manqué 30 secondes où tu es parti aux toilettes et tu as coupé ta caméra. C'est juste ça qui nous a manqué. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine avec le LOSC, donc match de Monaco, qu'on débriefera la semaine prochaine en direct au bistrot de LOSC avant le prochain rendez-vous qui est un match à Lyon. Donc, la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde va être très, très intéressante. Donc, pour vivre cette semaine, je vous propose de pousser tous ensemble notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, le LOSC! À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bisous.